On s'est mobilisé pour défendre notre hôpital et défendre l'hôpital public. Et puis très très vite, on s'est aperçu que si on veut défendre la santé, un service de santé, un service territorial de santé, on ne peut pas regarder les choses que du point de vue de l'hôpital ou par rapport à l'hôpital. C'est donc c'est le lien entre l'ensemble des acteurs de la médecine et des soins sur un territoire qui doit permettre de mettre en place une politique publique. Et alors, moi, quand j'ai lu votre livre et que j'ai vu vos propositions, j'ai dit, Eureka, après j'ai trouvé, voilà la bonne solution. Donc, vous dites, la santé, en fait, il faut traduire les choses par un service public de santé intégré, qui soit un service de santé publique qui intègre la ville et l'hôpital. Je parle de la ville, c'est-à-dire les médecins de ville. Je crois qu'à un moment donné, vous dites ville et entre parenthèses campagne, parce que c'est... Vous rajoutez co-gérer entre l'administration et les professionnels, avec la participation des usagers et des collectivités territoriales. Et vous dites, en fait, c'est ça la vraie démocratie sanitaire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on s'est amusé de faire un glossaire dans le petit dossier à la fin, et on a été regarder un peu quelles étaient toutes les institutions, parce qu'on nous disait, mais la démocratie sanitaire, ça existe. D'ailleurs, vous avez qu'à aller regarder sur le site de l'ARS, et on va vous expliquer où sont toutes les institutions de la démocratie. Alors, il y en a beaucoup, hein, c'est que, bon, mais en même temps, ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que ces institutions-là sont suffisantes pour que ça soit une vraie démocratie sanitaire. Les solutions. Il y a une première solution qu'il ne faut pas contourner avant de rentrer dans le sujet du service de santé intégré de l'hôpital. C'est d'abord de dire tout ça, ça coûte très cher, est-ce qu'on peut faire des économies? Sujet que, au moins à gauche, on n'aborde pas. On dépense à 11 à 12% du PIB pour la santé. Alors, il faut toujours relativiser un peu en disant deux chiffres. Il faut donner les chiffres en pourcentage de PIB, il faut donner les chiffres en absolu, en dollars ou en euros par habitant. Alors, en pourcentage de PIB, 11 à 12%, on est derrière la Suisse, 12-13%, les USA, 17%. On est 3e, 4e avec l'Allemagne, qui dépense comme nous entre 11 et 12%. On va dire quand même, sur 32 pays de l'OCDE, c'est beaucoup. Maintenant, si on regarde en euros, en dollars par habitant, on est 11e. On dépense 20% moins que l'Allemagne. Donc, il faut attention de la manière dont on manipule les chiffres. Si vous avez un gros PIB, c'est pas la même chose que si vous avez un PIB plus petit. Le Luxembourg, qui a un gros PIB, vous savez pourquoi, ne dépense que 6% pour la santé de son PIB. Mais en dollars par habitant, plus que nous. Donc on dépense comme les pays riches, c'est ce qu'il faut dire. On dépense comme le Canada, comme la Belgique, comme l'Australie, comme l'Allemagne, dépense beaucoup moins l'Angleterre, 9%. Parce que c'est un système très étatique qui est serré, contraint. Chaque Premier ministre anglais doit promettre qu'il va augmenter des milliards pour le système de santé. Rappelez-vous que le Brexit s'est fait en disant on va récupérer de l'argent d'Europe qu'on mettra dans le NHS. C'était l'argument. Vous avez vu les grèves d'infirmières, d'agents. Bon. Donc ils ont un système très contraint, étatique, qui ne fait pas envie, pour répondre à, je ne sais pas, les gens qui disent envers le système, parce que c'est le fantasme aussi des Français, ça. La fonctionnalisation, l'horreur, etc. Bon. Mais enfin, les Anglais, eux, sont très attachés à leur système. Alors, où est-ce qu'on peut faire des économies? Premièrement, je vous l'ai dit, on a un système double de gestion qui est unique au monde. Autant pour le salaire des infirmières, on était en 28e position sur 32 pays de l'OCDE par rapport au salaire moyen du pays avant le Ségur. Après le Ségur, on est passé en 16e position. On n'est pas à la moyenne des pays de l'OCDE. Mais en frais de gestion, on est 2e, juste derrière les USA. On dépense 18 milliards de frais de gestion. Et les mutuelles qui remboursent 13% des soins, quand je dis les mutuelles, c'est aussi les compagnies d'assurance, les instituts de prévoyance, ont 7,6 milliards de frais de gestion, plus que la Sécu, qui a 6,9 milliards. Il y a un endroit en France qui est assez remarquable, c'est l'Alsace-Moselle, qui, pour des raisons historiques, a une mutuelle de la Sécu.
C'est-à-dire que la Sécu fait l'assurance obligatoire et la mutuelle. Vous payez un peu plus de cotisation et une mutuelle. Et en plus, ils sont à l'équilibre, même un peu en bénéfice. Mais en 1947, la mutualité a fait passer une loi qui interdit à la Sécu de créer une mutuelle. Cette loi s'appelle Loi en défense des intérêts de la mutualité. Loi Maurice, M-O-R-I-C-E, votée à l'unanimité. Donc, toutes les grandes forces sociales et politiques ont une patte dans les mutuelles. Donc, vous n'y toucherez pas comme ça. Tous les syndicats, tous les la droite, tout le monde. Alors, la grande Sécu. Il faut fusionner les mutuelles dans la Sécu. Et puis, il y aura des assurances supplémentaires pour les gens qui relèvent de soins personnels, qui ne relèvent pas de la solidarité. Les médecines alternatives, certaines médecines de confort. Je ne veux pas respecter la graduation des soins, je veux le plus grand chirurgien du monde. Et bien, très bien, vous le payez. Bon. Après, c'est un système solidaire, donc qu'est-ce qui relève de la solidarité? Donc, ça veut dire un panier de prévention et de soins remboursé à 100%, mais qui doit être discuté. Là, c'est la démocratie sanitaire. Il peut être très large, très généreux, il peut être moins généreux. Et là, on a 7 milliards à gagner. Je discutais, ne le répétez pas, avec le président du corps, Pierre Vibra, avant qu'il aille parler à l'Assemblée nationale pour faire son rapport. Il me dit, ils vont foutre la France à feu et à sang sur les retraites, alors qu'on a 7 milliards sous la main qui ne servent à rien, qui sont de rente. Hein? Mais le président Macron, après avoir lancé le ballon d'essai, a dit, pas de sécu cathédrale. Voilà l'expression, pas de sécu cathédrale. Alors, deuxièmement, l'industrie. Alors l'industrie de la santé, comme dit Jean-Paul Vernant, c'est la plus rentable avec les industries de la drogue et des trucs illicites. Mais là, c'est très compliqué à réguler, parce que c'est à l'échelle internationale. Les labos, ils sont américains, ils sont suisses, ils sont anglais, vous n'avez pas... Bon. Et si vous ne voulez pas payer, vous n'aurez pas les médicaments. Ça, c'est assez compliqué. Néanmoins, alors, il y a eu une grande révolution, hein, j'en parlais tout à l'heure avec vous, avant, on payait, le prix d'un médicament était évalué en fonction des coûts de recherche et développement, coûts de production, et puis il faut une rentabilité raisonnable, avec un dividende raisonnable. Bon. Maintenant, on a changé complètement. On dit on va payer en fonction du service médical rendu. Alors quand le service est très faible, ça vous gagne 3 jours de vie pour un cancéreux. Bon, on ne paye pas. Les Anglais, on ne prend pas. On ne paye pas. Donc les Anglais ont donné un prix à la vie, là, du coup. Ils ont dit qu'une vie en bonne santé, c'est 50 000 €. Donc un médicament qui ne donne pas ça, on ne prend pas. Donc les médicaments de l'Alzheimer, les Anglais ne les remboursent pas. Et arrive le Solvani, médicament de l'hépatite C, qui vous guérit l'hépatite C. Donc le laboratoire, ça coûte 100 € à produire, moins de 200. Et le laboratoire dit, mais grâce à ça, plus de cirrhose, plus de cancer du foie, plus de greffe, plus de varices œsophagiennes, plus d'hémorragie digestive. Gagnant-gagnant. C'est comme Mbappé. Avec moi, vous avez vu ce que vous avez comme publicité, vous avez vu ce que vous gagnez, donc gagnant-gagnant. Donc 41 000 € pour la France. 91 000 pour les USA. Mais 700 € sont donc pour l'Égypte, ils ne sont pas chers, ils ne sont pas riches. Le même médicament. Donc l'industrie pharmaceutique, là, en plus, ils ne font plus aucune recherche. La recherche, elle est faite par des publics qui déposent des brevets, start-up, qui vendent très cher quand il y a un bon coût. Donc c'est ainsi que, y compris Pfizer, BioNTech, Pfizer n'a rien cherché du tout sur l'ARN messager. Il a acheté BioNTech. Bon. Et après, il vend à des coûts. Alors vous avez vu, Israël, c'était un coût qui était différent de l'Europe. Enfin voilà, tout ça. Bon, on est en plein business. Et là, l'industrie pharmaceutique qui est internationale mène le jeu. Alors, ce qu'on peut faire, en tout cas en France, c'est une de choses, c'est avoir pour les médicaments génériqués un établissement public. C'est-à-dire, au moins les médicaments génériqués qui sont dans le domaine public, qui n'intéressent plus l'industrie, parce qu'ils ne sont pas rentables à leurs yeux, on peut avoir de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture. Or, il y a des ruptures graves sur des médicaments essentiels. En gros, il y a une centaine de médicaments essentiels, dont les anticancéreux, dont la cortisone. Donc, c'est pas possible d'être en rupture de médicaments.
Donc il y aura un établissement public. Le mieux, c'est qu'il soit multinational, à l'échelle européenne. On commence en France. Les Américains eux-mêmes l'ont fait. Les oncologues américains se sont associés pour créer une association non-profit de production des anticancéreux les plus essentiels, qui sont anciens, qui sont quand même les plus utilisés. Et deuxièmement, il faut supprimer la visite médicale et le marketing. Le Covid a montré qu'on n'a pas besoin que des visiteuses, parce que c'est des visiteuses en général, viennent faire la réclame pour leurs médicaments. Bon, ils dépensent pour la publicité, pour le marketing, bien plus que pour leur chef. 25% de leur chiffre d'affaires passe là-dedans. Donc il y a des mesures à prendre. Et puis il y a une politique, j'en ai parlé, donc on n'a pas, qui est la pertinence des soins. 20 à 30% des prescriptions n'ont pas de pertinence, mais c'est favorisé par le paiement à l'acte, comme par la T2A. Faites revenir le malade. Et puis alors, voilà les questions qu'on doit se poser, qui est, oui, on dépense beaucoup pour la santé, et on pourrait dépenser plus, mais on ne peut pas gaspiller. C'est pour des raisons économiques, mais pour aussi des raisons éthiques. Après, le mode de financement, on l'a vu pour l'hôpital, on devrait le voir également pour la ville, c'est-à-dire payer à l'acte. Là, vous avez vu le mouvement des médecins, c'est complètement délirant. D'augmenter l'acte, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, j'ai un diabétique. Il y a certains qu'il faut voir souvent. Il y en a une fois par an. Ça suffit. Il fait ses examens, il me les envoie. Coucou, c'est très bien. Je pense à vous, moi aussi. On se reverra dans un an. Puis il y en a qu'il faut voir longtemps. Bon. Mais avec le paiement à l'acte à 25 €, il faut faire revenir les gens pour faire renouveler l'ordonnance. Le malade rentable, c'est celui qui va bien, quoi. Bon, celui qui va mal, c'est catastrophe. Il me prend 3 quarts d'heure. Alors je demande un tarif spécial pour la consultation longue, puis un tarif spécial pour la consultation semi-longue, et puis un tarif spécial pour la consultation très longue. Et puis délire. Bon, il y a un cahier des charges, voilà ce qu'il faut pour un diabétique sur un an. Voilà la somme qui est en face, et vous gérez avec votre malade, celui qu'il faut voir souvent, celui qu'il ne faut pas voir souvent, celui qu'il doit voir l'infirmière. Parce qu'il suffit de prendre sa tension, l'infirmière le fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Covid? On a dit, les malades qui avaient des maladies chroniques, c'est dramatique, ils n'ont pas pu être soignés. C'est vrai pour certains, mais pour d'autres, pas du tout. Ils ont été chez leur pharmacien, prendre la tension, on n'a pas besoin d'un médecin, renouvelle l'ordonnance, très bien. Quel est le problème? Mais si vous êtes à 25 €, évidemment, vous voulez qu'ils reviennent. C'est pour ça que les généralistes étaient contre les vaccins, les pharmaciens vaccinent. À 25 €, vous êtes content d'avoir une vaccination à faire. Bon, l'absurdité a été même qu'au début des vaccinodromes, les médecins étaient payés à la vaccination, à l'injection, et donc ils ont fermé leur cabinet pour aller gagner du fric. Mais la Sécu, après, dans un deuxième coup, il y a même eu pire. Nicolas Revel, à l'époque, était directeur de la Sécu. Il a envoyé une lettre au syndicat de médecins généralistes. Si vous entrez chacun des malades contact dans Contact Tracing, vous aurez 4 €. Si vous donnez un peu plus de données, 6 €. Donc le paiement à l'acte va jusqu'à rentrer un malade. Bon, évidemment, il faut une mission de santé publique. Vous avez une mission de santé publique qui s'appelle rentrer les malades contact des patients Covid. Ne pas payer à l'unité à l'acte. Bon. Donc on est... voilà. Donc pour la maladie chronique, il faudrait qu'il y ait une capitation. C'est-à-dire un malade, c'est tant pour l'année, et vous gérez vos malades. Quoi. Avec eux, il faut voir souvent, moins souvent. Et puis vous ne gérez pas seul, parce que l'infirmière peut voir des malades et vous travaillez en équipe. La médecine moderne se fait en équipe. Et on en revient à votre sujet. Quel est le modèle de santé qui fonctionne, compte tenu qu'on a des problèmes que la médecine libérale ne règle pas? La médecine libérale ne réglera pas le problème de la pédiatrie. Parce qu'il n'y a pas d'alternative en ville à l'urgence pédiatrique. Les réanimations pédiatriques, il n'y en a que à l'hôpital. Quand elles sont débordées, ça veut dire le SMUR, 200 km pour trimballer des enfants. Elle ne réglera pas la psychiatrie, elle ne réglera pas les urgences, elle ne réglera pas les déserts médicaux. Demandez aux médecins généralistes ou à n'importe quel médecin d'aller s'installer dans un désert médical, c'est absurde. Il dit, mais il n'y a pas de boulot pour ma femme, mais il n'y a plus d'école pour mes enfants. Pourquoi je vais m'installer là? En plus, il n'y a même pas de sécurité parfois. Je ne veux pas m'installer là. Il a raison. Par contre, oui, mais c'est la mission de l'État. Vous créez un centre de santé, vous mettez un jeune médecin qui va être fonctionnaire, qui va être salarié, qui pourra faire sa carrière ensuite à l'hôpital, qui pourra bouger.
Il ne va pas travailler seul, il y aura un assistant médical, il y aura une infirmière, il sera en groupe, ce sera un centre. Bon, et puis il fera une médecine, comme je l'ai dit tout à l'heure, une médecine communautaire, hein, avec les associations locales, etc. Il fera une autre médecine. Et là, vous trouverez plein de volontaires. C'est ce qui se passe à Marseille. À Marseille, un bon directeur, Crémieux, qui vient de taper, que tu connais, il me dit, on a un taux de médecins à Marseille qui est plus élevé que la moyenne nationale. C'est du soleil. Simplement, les médecins sont dans les quartiers sud et les déserts sont dans les quartiers nord. Comment je règle ça? C'est le rôle de l'État, comme on dit de l'ARS, des collectivités territoriales qui sont à fond pour aider, et de l'hôpital. Alors là, c'est pas du désert rural, c'est du désert périurbain. Il dit, ben, l'hôpital va à un projet médical qui peut être y compris des gens qui vont être des jeunes qui sortent médecins, qui peuvent être à mi-temps, puis liés à l'hôpital, qui sont reliés à l'hôpital, avec des infirmières, avec évidemment, ça a besoin des moyens. Mais il me dit, il y a un enthousiasme pour faire ça. Mais c'est défini comme une nouvelle médecine. La médecine communautaire, pas moi seul dans mon cabinet, auquel cas, j'y vais pas. Et en plus, dans mon cabinet privé que je dois gérer financièrement, enfin, j'y vais pas. Mais dans ce cas-là, j'y vais. Et peut-être j'y passe 2 ans, si ça me plaît, je reste. Ça ne me plaît pas, ben, je continue après à l'hôpital, je vais ailleurs, etc., comme les enseignants. Mais vous ne ferez pas ça avec la médecine libérale, à juste titre. Je veux dire, bon, demandez, alors avec l'absurdité, on va faire une 4e année d'internat de médecine générale dans les déserts médicaux. Comment on peut sortir une ânerie pareille? On va envoyer dans les déserts médicaux aux étudiants. Bon. Alors, ça suppose un système intégré. Alors je vais vous dire... Et peut-être juste un point, on est en train de... Est-ce qu'on t'entend? On est en train de mener une enquête auprès des expériences, je dis des expériences parce que c'est encore assez nouveau, de centres de santé, sous l'initiative de mairie par exemple, dans la région où il commence à rien à voir, ou bien de cabinets pluriprofessionnels. Des interviews sur une des communes où nous sommes allés la semaine dernière, on a rencontré la directrice et le président, c'est géré par une association. Et en fait, ce qu'on a senti quand même, c'est qu'il y avait cette idée-là de changer le mode de médecine, c'est faire pratiquer autrement, et pratiquer autrement avec une communauté de soignants qui ne sont pas tous médecins. Et en même temps, ils se heurtent à des problèmes de financement. C'est-à-dire que la seule ressource qu'a aujourd'hui ce cabinet, avec 2 médecins, c'est en fait le paiement à l'acte que font les médecins. Et il faut payer là-dessus en plus la directrice, il faut payer un secrétariat, il faut payer du personnel, une infirmière, et l'infirmière encore on peut réussir à avoir des actes, et puis tout le temps de coordination, etc. n'est pas payé. Oui, absolument. Donc ça suppose de sortir du complément à l'acte par rapport aux médecins dit comment il s'appelle, médecin de demain, médecin, oui c'est ça leur slogan, qui en fait sont les médecins de 1927. C'est la défense de la charte libérale, historique. D'ailleurs, le travail doit se faire en équipe. Et derrière, il y a un problème de financement. Il faut d'abord séparer ce qui sont le financement des locaux, le financement du matériel et le financement de l'activité. Alors il y a des petites avancées dans ce sens-là. Il y a les infirmières dites à ZAV, qui sont infirmières pour l'éducation et coordination des soins, qui sont payées en partie par la Sécu. Mais le dogme libéral reste très, très puissant. Alors il faut le faire avec les gens qui ont envie de le faire. Il faut que les collectivités territoriales s'impliquent si elles participent au financement. Parce que s'impliquer sans participer au financement, ça c'est très facile. C'est les autres qui payent. Donc si elles participent au financement, par exemple des locaux, par exemple de la prévention, à ce moment-là, elles doivent être dans la cogestion. L'ARS n'est pas seule, elle doit avoir un avis des collectivités territoriales et les professionnels. Donc, j'ai écrit service public. Alors actuellement, je suis en train avec une collectivité de professionnels et de patients, d'essayer de répondre à ce qu'a dit le président Macron, qui dit qu'il faut un CNR, refondation du système de santé. Traduit par le ministre, il faut des rustines. Bon, c'est pas pareil, un comité national de la rustine, un comité national de la refondation, c'est pas le même sujet. Nous, on essaie de faire la refondation. Alors, j'ai mis service public territorial de santé. Un centre de généraliste, pas possible. Quand tu dis le mot public, pour nous, c'est rédhibitoire. Alors, ça m'a fait gamberger quand même. Alors, quelle serait la composante
qu'on a changé de terme, on a dit service d'intérêt général. Dans le service public, dans le mot public, il y a deux choses. Il y a le fait que les missions sont publiques, c'est-à-dire pour tous les patients, à égalité, sans tri, sans dépassement d'honoraires et en permanence. Il n'y a pas de rupture, il y a de continuité. Mais il y a aussi autre chose, il y a à qui ça appartient. Et public, ça veut dire que ça appartient soit à l'État, soit à des collectivités publiques, soit à des agences de l'État. Et ce n'est donc pas, ça peut être mal géré, ça peut être en déficit, ça ne peut pas être mis en liquidation judiciaire. Ça ne peut pas être acheté, ça ne peut pas être vendu. Ça, c'est public. Mais participe à un service d'intérêt général, c'est-à-dire seulement aux missions service public, pas de tri, pas de sélection de patients, etc., d'autres professionnels, qui peuvent être les ESPIC, les établissements à but non lucratif, mais qui, eux, peuvent faire faillite, ou les médecins en secteur 1, mais qui, eux, peuvent mettre la clé sur la porte et partir. Et qui peuvent ne pas s'installer dans les déserts médicaux. Donc, je n'étais pas d'accord, j'aurais dit, on est d'accord, il y a donc 3 secteurs d'activité. Pour reprendre l'historique de notre histoire, on ne réécrit pas un système tout neuf, qui compose un système de santé d'intérêt général, qui sont les structures publiques, centres de santé publics et hôpitaux publics, les ESPIC et la médecine dans le secteur 1. Alors, au sein de ça, il faut définir les complémentarités, qui fait quoi, et les respecter. Il ne faut pas que l'hôpital fasse le boulot que doit faire de suivi d'un diabétique qui va bien. Bon. Il ne faut pas qu'il y ait de la concurrence entre l'ESPIC et l'hôpital. Qui fait quoi? Bon. À ce moment-là, ça veut dire une planification territoriale qui dépend de ce qui existe sur le territoire, dans les règles qui sont celles que j'ai données. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je fais des dépassements d'horaire, je suis service public. Non, pas service public. Tu sélectionnes ton public. Tu ne veux pas dire moi je fais ça, comme a fait Saint-Joseph. C'est un ESPIC. Quand arrive le directeur, il dit le sida c'est pas rentable, je l'évite. Bon, au passage, j'ai oublié de prévenir les malades. Mais bon, donc ils ont été à l'essence publique. Ah oui, parce que l'hôpital public, lui, il prend tout le monde. Bon. Il a dit les vieux, pas très rentable, je vide. En même temps, je ne lui en veux pas parce qu'il a redressé son hôpital. Son hôpital était au bord d'être acheté par le général de santé. Il a regardé qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas rentable. On ne peut pas tout à fait lui en vouloir. Si vous êtes dans un service d'intérêt général, il y a une planification. Qui fait quoi? On se met d'accord. Qui partage quoi? Et il faut des professionnels partagés. Il faut qu'il y ait des professionnels, des infirmières et des médecins qui puissent être là ou là. Qui peut être, par exemple, dans un désert médical, il y a un centre de santé, il peut y avoir une fois par mois, ou une fois par 15 jours, un spécialiste de l'hôpital qui va en consultation avancée. Et qui va voir les dossiers avec les médecins généralistes, des malades difficiles, ou faire une consultation spécialisée. Donc ça suppose ce que disait Robert Debré. En 60, Robert Debré est un type fantastique. Le père de Michel. La famille Debré, lui était extraordinaire. Il a été donc le promoteur de la grande réforme dont je vous ai parlé. Mais en 73, devant un parterre de patrons, il était à la retraite, il dit je me suis trompé. J'ai fait que la moitié du travail. Ce que j'ai fait avec la biologie, vous devrez le faire avec la santé publique. Il faudra que vous fassiez venir pour travailler avec nous, c'est un mandarin qui parle, les sociologues, les psychologues, les économistes, les statisticiens. Il ajoute, vous et vos élèves, vous devrez sortir de l'hôpital. Alors après, il y a une vision mandarinade un peu folle, parce que dans le même discours, il dit, de même qu'il y a des quartiers des banques, il faut qu'il y ait des quartiers des hôpitaux. Mais bon, il y avait, en 1973, une vision futuriste. Je n'ai fait que la moitié du travail. Vous devrez faire la révolution, dit-il. Et il comprend que la santé publique, ça c'est un grand sujet, devrait être la discipline phare. Chaque période historique de la médecine a une discipline phare. Pendant très longtemps, ça a été l'anatomie. Cabrol, l'homme de la première greffe cardiaque en France, c'était pas un chirurgien, c'était un anatomiste. Nous, quand on préparait l'internat, la discipline majeure, c'était l'anatomie. Et je vous dis, moi, quand j'étais externe, j'ai passé une matinée par semaine en salle d'autopsie. On ramenait le cerveau dans le formol, et puis un mois après, on coupait le cerveau et on regardait si on s'était trompé ou pas.
Après est venue la biologie. Et là, on a été très bon, notamment en génétique. Alors chaque strate se superpose. L'anatomie continue avec la radiologie. Et puis maintenant, quelle est la discipline phare? C'est la santé publique. Or, c'est la discipline la plus faible en France. Celle que ne prennent pas les internes, celle qui est marginalisée, réduite à l'épidémio, et encore, ça ne fait pas si mal, hein, mais qui n'a pas été du tout la discipline phare. Et en plus, les médecins on la regarde de haut et de loin. Une discipline très méprisée par le monde médical. Bon. À la fois par les généralistes qui disent, ou les libéraux qui disent il vaut la main de l'État, et par les hospitaliers qui sont pris dans la prouesse biotechnologique et pas par la santé publique. Ce qui fait que la réforme du système de santé nécessaire n'a pas été pensée par des professionnels de santé, mais par des gestionnaires. Bien, donc voilà. Donc, quels sont les systèmes internationaux qui marchent? Aucun. Ça, c'est vraiment rassurant. Mais ce qui marche partiellement, c'est ce qui est intégré. Ville-hôpital. Les vétérans américains. Le système des vétérans, l'ancien militaire américain. C'est un système intégré, ville-hôpital, qui a été modernisé, qui marche très bien. En Espagne, au Pays Basque espagnol, au Portugal. Il y a des centres de santé qui fonctionnent avec les hôpitaux et qui répartissent avec une graduation des soins. Il y a besoin d'un premier recours, il y a besoin d'un avis spécialisé, ambulatoire, un avis spécialisé hospitalier et un troisième un avis référent ultra spécialisé. Bon, ça suppose de définir des territoires. Bon, et là, on a à combattre deux modèles qui sont les nôtres, hein, les deux sont un échec. La médecine libérale à l'ancienne, les médecins dits de demain, là, qui sont en fait d'avant-hier, et le modèle de la médecine industrielle. Ces deux modèles sont totalement dysfonctionnels. Au niveau du Covid, à Saint-Malo notamment, on dit qu'il y a quelque chose qui a été vécu par la communauté des médecins autour du CPTS de Saint-Malo, et que ça a été positif, c'est-à-dire que ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu cette organisation en fait des intervenants libéraux pour pouvoir se mettre au service d'une politique de santé. Et en même temps, vous semblez un peu méfiant sur ce type d'organisation, en disant est-ce que ce n'est pas des plateformes de dérégulation? Vous pouvez nous dire? Dire deux mots sur ce que c'est que le CPTS. Oui, le CPTS, ça veut dire Communauté professionnelle de territoire de santé. L'histoire de la création de CPTS n'est pas inintéressante. Marisol Touraine, quand elle arrive au ministère, fait une première déclaration fausse. L'hôpital est la colonne vertébrale du système de santé. C'est qu'elle envoie comme message au premier recours, c'est pas vous la priorité. Deuxième activité, il faut réguler les dépassements d'honoraires. Alors on va à nouveau aux généralistes qui sont en secteur 1, qui ne font pas de dépassement d'honoraires, vous passez à côté. C'était quand même pas le bon message. Donc il y a eu des commissions auxquelles j'ai participé. Alors ça, c'est un truc à la française. Quand on veut aborder un problème nouveau, on doit dire à une commission, on veut plusieurs avis, avec des arguments pour et des arguments contre. Et pas, on veut un seul avis, compromis que vous avez concocté. Alors, on appelle ça une grande concertation, ça dure des semaines et des semaines, et à la fin, comment on va trouver un compromis? Alors, on s'occupe de la médecine de ville. Et là, on invente le service de proximité, le service de santé de proximité au public. Parce que le service public, ça ne passe pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, service de santé de proximité au public, auquel le public n'a pas accès. Ah ben, c'est bien ça. Je sens tout de suite ça va bien marcher. Alors, quand elle fait ce rapport, Mme de Victor, tout le monde dit ah super, quelle synthèse, vous avez trouvé, merveilleux. Je dis moi, il va arriver ce qui est arrivé à la fusée Apollo. Dès que ça va sortir, vous allez voir, ça va exploser. Ça n'a pas raté. Vous voyez ça, vous êtes généraliste, vous dites putain, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes libéral. C'est quoi la trompe du mammouth, qu'est-ce qu'ils nous cachent au public? Ils veulent nous fonctionnariser, à chaque fois. Et donc, MG France propose de créer des collectivités professionnelles du territoire de santé, les CPTS. Et ça va être repris dans la loi de Marisol Touraine. Mais on rajoute tout de suite, parce qu'on est un libéral, à la libre volontariat des professionnels. C'est vous faites ou vous ne faites pas.
Donc c'est vous faites pas, ou vous faites semblant. Parce qu'il y a ceux qui vont faire, comme chez moi d'ailleurs, dans le 13e à Paris, super, j'ai rendez-vous avec eux bientôt, je les avais déjà vus avant, et ça fonctionne, c'est qu'on se répartit, on dit celui-là, ce malade n'a pas de médecin traitant, il faut qu'on se débrouille tous ensemble pour lui en trouver un. Et on finit par en trouver un. On faut qu'on monte une maison de garde en lien avec l'hôpital Salpêtrière pour qu'ils puissent, les malades qui ne relèvent pas de l'urgence, puissent être vus à la maison de garde. Comment on fait pour organiser ça tous ensemble? Donc, ça suppose qu'il y ait un médecin, en l'occurrence très militant, qui est génial, qui va dans la retraite, mal payé. C'est un problème, c'est qu'il faut payer ça. Il faut des secrétaires. Il faut de l'aide. Bon, vous embarquez tous les libéraux seuls dans leur cabinet, il faut leur apporter de l'aide. Donc il faut des moyens financiers. Alors lui, il était très militant, mais il trouvait que quand même, il donnait beaucoup de son temps, pas payé, peu payé. Et ça marche bien. Mais ailleurs, ça va être une CPTS qui est seulement là pour se défendre, pour faire semblant, pour éviter, pour éventuellement toucher une petite subvention, ou pour faire... Surtout que l'hôpital ne peut pas les payer ici. Alors quand vous coordonnez, c'est vous dites que l'hôpital ne doit pas foutre les pieds ici. Bon, là où ça marche bien, en gros, les CPTS, c'est là où justement il y a des centres de santé et des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont suffisamment solides pour porter la CPTS. Hein, parce qu'il faut... Alors là, effectivement, les collectivités territoriales et l'État et l'ARS doivent pouvoir financer cette organisation des soins, cette aide à la contractualisation, et demander à ce que tous les gens du territoire soient impliqués. Les centres de santé, les hôpitaux, les cliniques, tout le monde est impliqué. Alors il peut y avoir des contrats avec les cliniques ou même ceux qui font des dépassements d'horaire. Combien tu acceptes de voir de malades sans dépassement d'horaire? Moi je vois que des pauvres, j'ai besoin de voir un cardiologue, tu acceptes de le voir sans dépassement d'horaire. CMU, c'est obligatoire. C'est interdit. Il y a aussi des médecins qui refusent de voir les CMU. Hein, donc voilà, on rentre dans ça, c'est pour ça qu'il faut donner la vision de un service d'intérêt général, ces trois composantes, et qu'il y ait une autorité, forcément celle de l'État, pour aider, et puis qu'on fout la paix pour ne pas avoir la guerre à ceux qui veulent rester 1927. Au fond, ils sont nostalgiques, on peut comprendre, allez, bon voyage, continuez. Seul dans votre cabinet, voilà. Mais avançons avec les jeunes qui veulent avancer. Et moi, ce que je vois, il y en a plein qui sont enthousiastes, mais qu'il faut leur donner les moyens d'avancer. Hein, nous, quand on a travaillé avec les infirmières, que les infirmières sont devenues cliniciennes dans le service, 4, ça fait 25 ans, hein, on découvre les IPA maintenant. On découvre ça maintenant. Et en plus, on en fait un truc universitaire pendant 2 ans, qu'on ne remplace pas dans le service. Donc c'est un grand luxe. Tu m'attendais, les validations d'acquis d'expérience, ça n'existe pas. Les validations d'acquis de formation, ça n'existe pas. Une infirmière qui a 5 ans en réanimation, mais elle est spécialisée, il faut offrir une carrière. Il ne faut pas qu'elle reste toute sa vie infirmière, ou alors qu'elle devienne cadre pour être gestionnaire. Il faut qu'elle puisse rester clinicienne, mais avec des tâches différentes, comme les infirmières de bloc opératoire, les infirmières de psychiatrie, etc. Et qu'elle fasse une partie des... Alors, le paradoxe, c'est qu'on peut dire, ah ben oui, elles font ce qui n'est pas grave, ce qui est facile. Pas du tout. Dans mon expérience, là où on a les meilleurs résultats, c'était les malades graves. Les malades graves que nous, on voyait et qu'elles voyaient dans l'intervalle. Et on discutait ensemble. Un malade diabétique, alcoolique, avec des complications, et c'était les résultats que j'avais jamais obtenus. Avec les infirmières. Donc, ça, c'est un des clés de ce qu'il y a à venir. Si vous me demandez quelle est la priorité des priorités, je ne dis c'est pas les 50 € pour les médecins, là, je suis d'accord pour qu'ils soient revalorisés, et même 50 €, c'est pas mon problème, on fout, c'est pas ça le sujet. Hein. C'est les infirmières. On a besoin de 100 000 infirmières en France, et on doit leur permettre d'avoir un salaire qui font qu'elles ne vont pas en Suisse, qu'elles ne vont pas en Belgique, quand elles sont à la frontière, qu'elles ne traversent pas la frontière, et qu'elles aient un profil de carrière. Hein. Elles aussi, elles se spécialisent. Et donc, elles peuvent être considérablement utiles aux soins. Enfin, la gouvernance, vous avez raison, parce qu'on ne veut pas de la gouvernance à l'anglaise. Donc, ça suppose, et là, on discute d'un autre sujet, mais ce n'est pas avec moi que vous discuterez, c'est quel État, comment fonctionne l'État. C'est le rôle de l'État et des collectivités territoriales, la place, ce qu'on appelle démocratie sanitaire, la place des professionnels, bon, voilà, au niveau de la Sécu, au niveau des hôpitaux, au niveau de tout, quoi. Bon, c'est les rapports de ce que c'est quoi la démocratie, on en a plein la bouche, mais bon, on a un président qui décide de tout, quoi, à peu près. Hein. Donc, voilà.